Bon, ça fait un moment que je dois faire cette vidéo ou que je pense à faire une vidéo YouTube, mais je savais pas forcément comment m'y prendre, ni par où commencer. Et voilà, donc de toute façon, comment dire, il faut faire, c'est important de faire, de se lancer et de ne pas chercher quelque chose de parfait. L'avenir par rapport à mon travail, à la bande dessinée, la direction que j'ai décidé de prendre là. Fin d'année, j'avais un bon rythme sur la BD que je suis en train de travailler. 48 plombes, c'est un livre objet. Et ça fait depuis 2021 que j'ai ressorti ce projet des cartons. C'est un projet qui date de 2015, si je dis pas de bêtises, 2015. Et il avait été refusé par les éditeurs, par plusieurs gros éditeurs. Mais en 2021, j'étais en pleine remise en question, j'avais plus vraiment de plaisir à faire de la bande dessinée. Et du coup, il y a ce projet-là qui était endormi en fait par rapport au refus avec les éditeurs. Je restreignais ma vision des choses pour adopter plus quelque chose de plus commercial. Pourquoi je dis ça plus commercial? Enfin, plus commercial. C'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, qui pourrait me faire éditer, qui me permettrait de vivre de la bande dessinée. Que forcément, quand on a des refus, il y a une remise en cause de ce qu'on propose, de ce qu'on fait. Du coup, il y avait tout ce cheminement. Aussi, une des choses qui était, comment dire, assez intéressante avec 48, c'est plus de la surprise en fait quand j'ai présenté le projet à un éditeur en particulier. En fait, c'est un projet, du coup, c'est un livre objet et ça raconte l'histoire de Janice et Gu, une prostituée et un SDF qui décident de braquer un demi-million d'euros. Pour faire gros, c'est ça le pitch de l'histoire. Et du coup, il y a une dimension livre-objet dans cette BD. Et en plus de ça, il y a une bande son. Et, et voilà. Et aussi à l'intérieur du livre, en fait, au niveau de la mise en page, du graphisme, j'étais allé vraiment très loin parce que je m'étais dit qu'il fallait que je donne tout en fait. J'avais vu des gens qui conseillaient de ne pas, comment dire ok, d'en garder pour la suite, pour le côté et de tout mettre dans son histoire. Et j'avais écouté ce truc, après bon, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais j'ai voulu en faire le plus possible pour 48 plombes. Pour, aussi pourquoi 48 plombes? L'idée en fait c'était de prendre le format franco-belge 48 pages et de le déconstruire en fait avec ma vision des choses. Comme j'ai fait un BTS en graphisme, c'était pas vraiment ce que je voulais faire au départ en fait. Moi j'avais tenté les arts déco de Strasbourg, ça n'avait pas marché. Mais j'avais été pris en BTS graphisme et quand on avait fait une sorte de visite de la section, il y avait ce côté publicitaire et voilà, ça m'enchantait pas particulièrement en fait. Mais en fait, c'était juste un aspect des choses qui étaient aussi intéressantes dans le graphisme, qui n'a pas été montré. Mais en vrai, je regrette vraiment pas d'avoir fait ce BTS en graphisme, mais c'est ça qui a ouvert le champ des possibles en bande dessinée pour moi en fait. Et pourquoi je disais tout ça en fait? Oui, voilà. Et du coup, 48 plombes, il y a aussi cette dimension de ramener du graphisme en fait. Une dimension où il y a une phrase de Chris Ware, un auteur de bande dessinée américain, qui dit que, enfin pour lui, la bande dessinée, c'est pas juste une histoire entre deux morceaux de carton. Et cette phrase m'a vraiment marqué et je pense que ça correspond un peu à ma vision en fait. En fait, il y a tellement de possibilités en bande dessinée et il y a des auteurs qui disent et qui pensent que tout a déjà été fait, mais moi je suis vraiment pas d'accord sur ça. Surtout si on rajoute la dimension graphisme et livre et objet à la chose, en fait, on peut aller vraiment plus loin en fait. Il y a vraiment des choses qui sont incroyables et des choses aussi où on se ferme les portes, où les auteurs se ferment les portes parce que la bande dessinée a toujours été comme ça. Et voilà, il y a des limites. Et des limites qui sont brisées aussi dans tout ce qui est production indépendante, dans le fanzine ou dans la micro-édition. Et voilà, en fait, moi, là où j'ai eu problème, je pense, avec les éditeurs, c'est que mon projet est trop. Mon projet est à la fois entre un projet indépendant et quelque chose de plus mainstream, en fait, dans peut-être l'histoire, même si et c'est ce mélange de genre, en fait, entre une forme qui est plus indépendante et un propos qui est plus mainstream, même si j'exagère en disant ça, parce qu'il y a une dimension politique et fictionnelle. En fait, je mélange beaucoup de choses en fait, dans la vision de la bande dessinée. Et oui,
Du coup, pour revenir à l'éditeur, un éditeur qui m'avait marqué. Et quand j'ai présenté le projet, en fait, j'ai senti que il y avait toute cette dimension. J'ai l'impression d'être en face d'un vendeur de patates. Quand je dis ça, c'est dans le sens où, en fait, j'étais déçu de voir que la dimension artistique était laissée pour compte et on dirait que c'était juste un produit classique, en fait, et qu'on n'était pas en train de parler d'art et tout ça, et qu'il y avait toutes les contraintes de ok, en fait, là, c'est un livre-objet, c'est un livre-objet qui se... C'est comme si le format 48 pages classique, 48 pp du franco-belge était cassé en deux. Et je voulais le déconstruire en fait, reprendre cette base des albums que je pouvais lire quand j'étais plus petit avant que je tombe dans le manga pour en faire autre chose en fait. Commencer avec les bases pour ensuite aller plus loin, faire quelque chose de beaucoup plus... avec beaucoup plus de pagination. Enfin, c'était ma vision en tout cas de l'époque. Du coup, même la dimension musicale que je voulais apporter, la bande son qu'on écoute en même temps qu'on lit l'album, je n'ai pas l'impression que ça m'intéressait vraiment. Bon, après, aussi mon dessin peut-être n'était pas aussi bon à l'époque, mais bon, le scénario, je trouve qu'il avait quand même des bonnes bases. Et même le dessin, quand je rouvre la maquette que j'avais préparée, parce que j'avais fait une maquette à blanc pour que les éditeurs voient l'objet physique. Quand j'étais à Angoulême, en fait, c'était Angoulême, du coup, je pense 2016, peut-être Angoulême 2016, janvier 2016. Et du coup, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des endroits à Angoulême où on peut présenter son book ou alors un projet d'édition à des éditeurs. Et il y a des gens qui viennent un peu de toute l'Europe, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols qui ont un très bon niveau de dessin. Et il faut se lever très tôt le matin pour faire la queue. Et du coup, il y a plein de monde. Et pour avoir la chance de pouvoir présenter son projet, je l'ai fait plusieurs fois. C'était une expérience intéressante parce que là au moins on a un retour direct par rapport à notre travail. Bon, des fois il y a aussi beaucoup de déceptions parce que des fois il y a des éditeurs qui peuvent donner l'impression d'être intéressés, ils nous donnent leur contact, mais après il n'y a vraiment plus aucune réponse. Et bref, pour 48 plombes, j'étais en discussion avec cet éditeur et je voyais qu'il y avait des dimensions de oui, c'est un livre-objet et du coup, comme le format est à l'italienne, il ne se verra pas dans les bacs. Bon, après, effectivement, c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en compte, mais par rapport à la nature de l'histoire et de la BD, je n'ai pas trouvé forcément ça pertinent, quoi. Là, le but, c'est de... J'ai pas envie de faire quelque chose de standard, en fait, avec un format... En tout cas, pour cette histoire-là, j'avais envie d'aller loin dans le format et des choses que j'ai pu voir en graphisme. Mais voilà, il y avait cette déception-là. Et du coup, j'ai repris ce projet en 2021 pour me dire, en fait, non, même si les éditeurs en veulent pas, moi, je vais le faire tout seul. Et du coup, j'ai commencé aussi à publier sur Instagram, à communiquer dessus, ce nouveau départ. Qui est en fait un retour en arrière à ce que je m'étais pas forcément écouté, que j'avais laissé de côté parce que je me suis dit, bon, c'est comme si en fait ça qui est compliqué aussi avec le monde de l'édition, c'est qu'on peut passer du temps à travailler sur un projet et envoyer des mails et ne recevoir aucune réponse en fait. Du coup, c'est quand même assez frustrant de passer des mois à peaufiner un scénario, les personnages, etc. Mais bon, c'est le jeu si le projet ne plaît pas. Mais après, c'est vrai des fois avoir des réponses génériques. Et c'est ça le problème aussi, c'est comme on est tellement attaché émotionnellement, peut-être à tort, mais à tort sur un projet, c'est difficile quand même d'avoir des refus. On le prend plus personnellement, c'est pas juste comme de base, j'ai une activité de graphiste. Je suis graphiste freelance et du coup, je travaille à côté sur 48 plombs en me levant tôt le matin. Et désolé si je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, il y avait ce truc de l'auto-édition en fait, de m'écouter pour dire ok, si on m'a refusé de faire ce projet, en fait, moi je vais le faire tout seul. Je vais m'auto-éditer, je vais faire un financement participatif et je vais
je vais lancer ce projet, mais sauf que pour faire un financement participatif, il faut pas mal d'abonnés, en tout cas pas mal de gens qui vous suivent, une communauté. Et cette communauté, faut la construire. Sauf que là, c'est un one-shot, et c'est pas forcément évident de pré-publier ces formats, comparé à mes collègues qui font de la BD humoristique, qui font des strips ou des histoires courtes. Et ce qu'ils publient sur Instagram, c'est ce que les lecteurs retrouveront en partie dans leur album. Et du coup, c'est plus simple. Du coup, en fait, j'ai eu cette idée de OK, voyez un peu plus 48 plombes comme un long métrage. C'est un long métrage que je dois financer, mais je ne peux pas forcément montrer le long métrage encore, le pré-publier. Et du coup, je dois créer une série, un spin-off qui se passe avant les événements du film pour promouvoir, pour commencer à trouver une communauté pour ensuite financer mon film. Du coup, c'est ce que j'ai fait avec Plombe. Plombe, c'est un spin-off de 48 plombes. Désolé si c'est un peu compliqué. Et du coup, Plombe, c'est des événements qui se passent avant 48 plombes. Du coup, Janice, la prostituée, et Gu, le SDF, je voulais quelque chose qui suive leur quotidien, un truc un peu plus tranche de vie. Et du coup, j'ai créé Plombe pour pouvoir faire des petits épisodes assez courts sur Instagram. Et franchement, c'était assez plaisant de pouvoir ne pas être dans l'attente et comment dire, de la pompe de la finalité de 48 plombes et pouvoir avancer tranquillement sur une histoire et raconter des choses avec ces personnages et les découvrir, aussi développer mon univers. Comme en fait j'ai plein de trucs où je veux développer tout un univers avec des personnages récurrents en fait, comme j'ai toujours aimé les mangas et du coup les choses avec même si aujourd'hui je lis plus vraiment beaucoup de mangas, mais de base je voulais être mangaka. Et il y a ce truc feuilletonnant sur 20 tomes, etc. avec où on développe tout un univers, etc. Et je voulais pouvoir faire ça avec des one-shots, sauf que en fait, peut-être que je raconte une autre histoire, mais en fait on peut retrouver certains personnages dans mon univers. Un peu comme Breaking Bad avec Saul Goodman, avec Better Call Saul, par exemple. Et pourquoi je disais tout ça oui, du coup, en fait, moi, comparé à mes collègues qui font de la BD qui est peut-être plus humoristique, autobiographique, j'étais obligé de créer Plombe, en fait. Plombe pour pré-publier mes BD. Mais le souci avec Plombe, c'est que ça demande du travail d'être régulier. Et en fait, il faut pouvoir avancer sur 48 plombes, plus Plombe. Et en même temps aussi, j'ai mon activité de graphiste freelance où je me suis spécialisé dans les PowerPoint, où je faisais des PowerPoint pour des grands groupes, des PME, des startups, etc. Et du coup, au niveau du temps, c'est compliqué quoi en fait. C'est très compliqué à gérer. Du coup, désolé. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé et du coup je décidais de me lever à 5h30. Du coup de 6h à 9h je travaillais sur la bande dessinée et ensuite je faisais une petite sieste entre 9h et 9h30 pour pouvoir reprendre bosser sur mes clients PowerPoint en tant que graphiste. Et bref, c'est cette activité qui me fait vivre, qui me faisait vivre. Et comme ça, après le matin, je peux travailler sur mes projets de bande dessinée. Le souci avec ça, c'est que même si franchement, je pense que grâce à cette décision, je n'ai jamais autant avancé sur la bande dessinée et aussi le fait de faire Plombe. Parce qu'en fait, le souci avec le fait de faire des projets de bande dessinée, c'est qu'on fait quelques pages, on travaille un scénario de longtemps, mais on ne fait pas de bande dessinée en fait. On fait des projets qui sont avortés, on fait 6 planches, on fait tout le projet, etc. Mais j'attendais à chaque fois la validation d'un éditeur pour voir. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, pour faire un projet d'édition, il faut travailler sur une sorte de synopsis détaillé où on pitch à l'éditeur où est-ce qu'on veut aller dans l'histoire, etc. Une note d'intention et ensuite on fait par exemple 6 planches, 3 planches couleur et ensuite
3 planches rayonnées. Bon, ça dépend en fait. Chaque éditeur a un peu sa manière de faire et comment il veut que le dossier soit présenté. Mais du coup, ça reste à l'état d'embryon. Et en reprenant 48 plombes, du coup, j'ai décidé d'aller plus loin, de le finaliser. Et Plombe me permettait de vraiment faire de la bande dessinée. Bon, j'avais un collectif calque où avec des amis où on a fait du fanzine, de l'illustration, et moi je faisais de la bande dessinée aussi. Du coup, j'ai quand même fait quelques planches, mais et j'avais aussi, avant de présenter de faire bosser sur 48 plombes, après le BTS, j'avais travaillé sur un projet pour Doggy Bags, enfin, c'était un projet que je voulais proposer, mais j'ai fait j'ai fait toutes les planches en fait. Je sais plus combien Doggy Bags fait de planches, est-ce que c'est 36 pages, je sais plus, je pourrais plus vous dire. Il y a une trentaine de pages et du coup je pense que j'avais fait tout le projet de A à Z et je l'avais proposé comme ça. Bon, c'était peut-être une mauvaise idée parce que je n'ai jamais eu de réponse, mais c'était avant tout pour m'entraîner en fait. C'était avant tout pour m'entraîner de faire un projet avec un ami à moi qui avait fait le scénario parce qu'à cette époque j'étais pas très à l'aise avec les scénarios. Et bon, j'avais fait toutes les choses et je pense toutes les pages et ça m'avait vraiment en couleur, tout est fini en fait. Ça m'avait vraiment aidé à améliorer mon dessin et tout parce que j'ai fait que des études en art appliqué et ensuite j'ai fait un BTS en graphisme. Du coup, j'ai pas vraiment étudié le dessin. En art appliqué, en fait, on vous donne des outils et on dit bon, débrouillez-vous, faites ça, faites tel exercice. En tout cas, pour moi. Et on n'a pas vraiment eu cette appétence c'est moi qui dessinais pour améliorer mon dessin pour pouvoir faire de la bande dessinée. Et voilà. Du coup, tout ça pour dire qu'il y avait cette idée de faire 48 plombes, de m'auto-éditer avec la bande dessinée, sauf qu'en fait là je crois que je suis à 2800, 700 abonnés sur Instagram. Et le livre coûte très cher, le livre-objet coûte très cher. Du coup, ça aussi qui est intéressant avec l'auto-édition, de prendre conscience aussi peut-être des refus des éditeurs. Bon après là personne m'a évoqué vraiment le coût de fabrication ou quoi que ce soit. Sinon on m'aurait dit c'est très bien, faisons le projet dans un format normal. Mais du coup non, c'était le projet dans son ensemble qui sans doute ne plaisait pas ou ne correspondait pas aux éditeurs. Oui, le fait d'avoir cette démarche d'auto-édition, ça permet de voir les coûts aussi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des imprimeurs et même là, en fait, des fois, j'ai pas eu de réponse, j'ai eu des réponses ou des refus ou alors c'était trop compliqué, ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce livre. Mais j'en ai trouvé parce que, en fait, si vous prenez des bandes dessinées au dos, en fait, il y a le nom des fois, il y a la plupart du temps le nom des imprimeurs, là où ça a été imprimé. Et du coup, je regardais par rapport aux éditeurs que j'aimais bien ou autres qui avaient une belle fabrication, le nom de ces imprimeurs. Et ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de BD qui sont imprimés en Europe de l'Est, Lituanie, Pologne, dans ces pays-là, et parce que je pense que voilà, les coûts d'impression sont moins coûteux qu'en France. Après, il y a aussi des imprimeurs des éditeurs qui impriment en France. Et j'en ai contacté toutes sortes, j'ai pas eu de réponse. Et après j'avais contacté, j'ai oublié le nom de l'imprimerie là, mais c'était l'imprimerie qui imprimait les livres de l'association. Et du coup je les ai contactés. Et eux ils étaient ok, sauf qu'en fait pour faire 48 plombes à 1000, 2000 exemplaires, ça me coûte tout de suite 10 000 euros, 20 000 euros. Du coup, c'est un chiffre conséquent et pour un financement participatif, il faut beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Du coup, il y a tout ça qui est aussi à gérer. J'avais pris une formation pour le financement participatif chez Crowdfunding Factory et je n'avais pas encore terminé. J'ai commencé, mais elle m'a donné beaucoup de clés sur ce que je devais faire avant. Et en fait, pour 48 plombes, le projet est ultra coûteux. C'est ça le souci. Forcément, aussi le truc que je me dis, c'est que si moi je ne suis pas capable d'investir 10 000 euros dans ce projet-là, pourquoi en fait un éditeur me ferait confiance pour mettre de l'argent sur
sur moi quoi, et sur ce projet. Donc si moi j'y crois, il faut que je le finance. Et voilà, du coup, ce qui fait que pour que 48 plombes soit fait, il faut que je grossisse ma communauté, sauf que ça prend du temps et c'est pas forcément évident. Et aussi par rapport à la somme d'impression, en fait, c'est juste la somme d'impression, ça prend même pas en compte les contreparties, etc. Et aussi, je voulais avoir du bon papier, le papier que je sélectionne, avoir une bonne impression, etc. Avec le livre qui soit comme je voulais, avec voilà, un peu aller à fond en fait, avoir la vision, qu'elle se réalise. Mais c'est compliqué. Après, il y a d'autres voies à suivre. Voilà, je vous en parlerai sans doute dans une autre vidéo, vers vers quoi je veux aller. Et aussi voir les choses différemment, parce qu'on des fois on est un peu conditionné par les schémas classiques qu'on voit. C'est qu'on disait soit on se fait éditer, soit il y a l'auto-édition. Mais après l'auto-édition c'est quoi? Il faut avoir forcément un financeur participatif pour pouvoir s'auto-éditer, etc. Du coup c'est comme s'il y avait seulement deux voies, mais en fait je pense qu'il y a d'autres chemins. Justement là j'étais en train de penser plus à de la nano-édition. Qu'est-ce que je sous-entends par nano-édition comparé à la micro-édition? En fait, ce qui coûte cher, c'est le stockage. Le stockage et aussi quand on veut forcément imprimer 500, 1000, 2000 exemplaires. Et ça, en fait, c'est de l'impression offset. Comment vous expliquer? C'est de l'impression en CMJN. Ça dépend, mais on va dire de manière traditionnelle, c'est plus CMJN. Et il y a des plaques qui font qu'on imprime en fait une couleur à la fois, et ensuite après il y a de la surimpression qui fait qu'on obtient ensuite après la BD couleur comme on la connaît. Et l'impression numérique comparée à l'offset, et je sais pas, j'ai toujours comme si je la voyais pas, comme en cours en BTS on parlait surtout du offset, et je sais pas, je la voyais comme moins noble quelque part. Mais j'avais reçu des échantillons de Arctic Paper, c'est un fabricant de papier qui font vraiment du très bon papier, et qu'on retrouve beaucoup chez tout ce qui est micro-édition ou des éditeurs indés comme W24 par exemple. Et j'ai reçu des échantillons. Et dans ces échantillons-là, en fait, il y a des comparaisons entre l'impression offset et l'impression numérique. Et l'impression numérique est... Franchement, il y a des avantages justement pour le coût moins élevé sur des plus petits exemplaires. Et du coup, j'avais aussi demandé plus tard un devis pour moins d'exemplaires. Et voilà. Et du coup, c'était beaucoup plus viable si je faisais 1000 exemplaires, 2000 exemplaires en numérique. Mais bon, quelque part, j'étais pas forcément satisfait par cette option-là, parce que je voulais faire le offset. Mais bon, en soi, en fait, aujourd'hui, je la prends beaucoup plus en considération, surtout avec cette notion de nano-édition que je veux développer, où en fait, comparé à l'édition classique, en fait, on va essayer d'être sur... pas avoir de stock et presque de l'impression à la demande, sauf que là, en fait, mon objectif, c'est de m'imprimer moi-même. Parce que j'ai une bonne imprimante numérique Epson, et là, mon objectif, c'est de m'éditer moi-même, enfin de m'imprimer moi-même pour justement réduire les coûts et voilà, faire le façonnage moi-même, etc., la reliure. Et c'est vers là que je tends et que je veux aller. Du coup, ces dernières semaines, j'étais en train pas mal de chercher sur ça et de développer tout ça. Du coup, j'ai acheté un massicot en occasion. Un bon massicot manuel qui permet de couper genre 400 feuilles. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand je faisais du fanzine par exemple, quand on faisait du fanzine avec mon collectif Calque, le souci c'est que c'est ultra chronophage. Après on faisait quand même pas mal d'exemplaires, et pour réduire ce temps-là, en fait, il faut essayer de trouver les moments où on peut optimiser, en fait, surtout ce que je vais faire tout ça tout seul,
Donc optimiser le temps, et le massicot c'est vraiment essentiel pour couper 400 feuilles, plein de feuilles à la fois, et massicoter pour que le livre soit bien. De toute façon il y aura des vidéos, du coup vous verrez de façon plus claire ce que c'est le massicotage. Et ça offre aussi une liberté en fait de pouvoir faire son livre tout seul. Ça permet de baisser les coûts, et du coup en fait il faut investir dans ce genre d'outils qui coûtent un certain prix mais qui permet de gagner énormément de temps. Et c'est pas négligeable en fait, parce qu'il y a l'envoi, après en fait il y a plein de choses à prendre en compte que je développerai plus tard, mais en tout cas voilà. Merci de m'avoir écouté, et voilà, première vidéo YouTube. Je suis content d'avoir pu juste se poser et de ne pas penser à un montage trop compliqué. Et voilà quoi, la suite au prochain épisode. Voilà, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo, et je développerai un peu plus ce projet de nano-édition que j'ai, et d'auto-édition. Voilà, merci.